Jocelyne Desjouis du GAEC de Marsoulette, l'informatique à la ferme c'est une totale réussite. Il y a 4 ans qu'elle s'y est mise. Par curiosité au début pour voir, mais aujourd'hui c'est par conviction qu'elle a décidé d'investir dans un ordinateur plus puissant. Démystifions les métiers du numérique avec les femmes digitales. Aujourd'hui, malheureusement, il y a seulement en France 15% de femmes dans les métiers du numérique, sachant que si on va plus profondément dans les 15%, les filles qui vont développer ces outils, il y en a beaucoup moins, ça tourne autour de 4, 5, 6%. À plein d'endroits. C'est un message qui malheureusement est passé dans l'éducation des jeunes femmes et des femmes. Dire attends, t'es une femme, reste à ta place. C'est quoi la place d'une femme ? Programme proposé par Digital 113 et Campus FM et animé par Magali Germont, déléguée régionale Occitanie des femmes du numérique. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des femmes digitales. Aujourd'hui, je reçois 3 personnes pour une émission débat autour d'une thématique très récurrente dans le numérique. Être une femme dans la tech, c'est pas si simple. Entre préjugés, ressentis et fausses idées, nous allons essayer de dédramatiser ce sujet, car même si ce n'est pas toujours facile, être une femme dans la tech, c'est quand même hyper enrichissant et valorisant. Pour en discuter, autour du micro, je vous présente Cécile Couder, qui est responsable chez Simplon Occitanie, école qui permet de former au métier du numérique. J'ai aussi Delphine Spetsch-Rousseau, DG de Liséthique et Colibri, entreprise qui propose des solutions durables et responsables. Elle est également présidente du Zonta, elle nous en parlera. Et puis un homme, j'adore, Cédric Villemain, CEO chez DataBene, qui lui propose des solutions autour de l'open source. Mais qui mieux que eux peuvent se présenter ? Je vous propose donc un petit tour de table pour compléter finalement mes propos et surtout nous expliquer rapidement en quoi vous êtes des femmes et des hommes digitaux. Donc Cécile Couder, je suis responsable du campus de Toulouse pour Simplon Occitanie. Et Simplon, c'est donc une entreprise de l'ESS qui fait du numérique un levier d'insertion et qui propose donc des formations techniques au métier du numérique. Donc on a plusieurs axes pour ça. On répond donc à des marchés publics et on opère dans le cadre du plan régional de formation. On a des actions spécifiques, dont une que tu connais bien, Magali, le programme Hackeuse, donc à destination des femmes. On en a également pour des publics réfugiés, pour des jeunes décrocheurs. Et on a également toute une partie qui se développe énormément en ce moment sur des titres à Bac plus 4, 5, puisque on souhaite proposer des suites de parcours à toutes ces personnes qu'on a commencé à intégrer dans ces filières. Très bien, donc là on aura avec toi plutôt vraiment l'axe justement école, oui, et le ressenti des femmes avec entre autres ce programme des hackeuses. Delphine. Oui, Magali, merci. Donc, Delphine Spetsch-Rousseau, en charge de la direction générale de Liséthique et Colibri, qui sont des entreprises qui tournent autour du numérique responsable. Liséthique propose des solutions de financement éthique pour permettre, là on est un peu en mode destructif. L'idée, c'est de proposer des solutions financières pour allonger les durées d'usage de nos assets digitaux. Et Colibri, c'est un outil de mesure de la performance financière, mais aussi et surtout environnementale et sociétale. Voilà, donc des sujets qui tournent énormément autour du numérique responsable ou de la sobriété numérique ou de lutter contre la précarité numérique. Toutes ces notions qui sont importantes pour toute l'équipe et moi-même. Parfait. Et donc, Cédric Et donc, moi, avec DataBene, on est un acteur dans l'open source, puisqu'on participe à un logiciel auquel on participe au développement et pour lequel on fournit des services de formation, de support, tout ce qui va avec. Et donc, à ce titre, on travaille avec des petites entreprises, des grands comptes, des très grandes entreprises, des entreprises internationales. Et en même temps, on est sur un secteur assez pointu au niveau technique. Donc ça nous donne l'opportunité de voir ce qui se passe au niveau de ce panel-là, au niveau international, en France en particulièrement, et puis des problèmes que ça nous pose aussi de réussir
arriver à cette mixité dont on va parler aujourd'hui. Alors justement, parlons-en. On sait qu'aujourd'hui, les entreprises du numérique, 79% exactement, évoquent le manque de talent comme principal frein finalement à leur croissance. Et parmi ces candidatures reçues, les femmes semblent être quasi inexistantes, très très peu de femmes. Est-ce que toi, au sein de ton entreprise, Cédric, tu constates que peut-être tu reçois très peu de CV féminins ? Alors, oui, et il y a un double constat en réalité que j'ai à faire aujourd'hui. C'est un sujet qui est en perpétuelle réflexion. On a eu des démarches de recrutement, on a énormément travaillé en interne, et sur lesquelles, en fait, on a eu un retour assez positif, puisqu'on a eu effectivement des candidatures féminines et masculines, et je me souviens plus du pourcentage, mais vraiment, c'était très visible. Il y avait, d'ailleurs, à l'issue de cette phase de recrutement, on a recruté 2 femmes, et c'était pas dans un objectif d'avoir des quotas, mais parce que ça correspondait à ce qu'on voulait. Donc ça a payé, dans une certaine mesure. Le point, c'est que c'est un travail qui est excessivement chronophage, on va dire, pour moi, dans mon activité, et qui, en fait, nécessite des ressources et des gens qui soient dédiés à ça et capables de le faire. Et l'autre chose qu'on a eue, c'est qu'on a fait, du coup, beaucoup, et on est encore sur des recrutements externes. Et donc là, via des recruteurs ou des recruteuses, j'ai eu les 2 cas, avec, même pour notre travail interne, des fois, des collaborations avec des organismes publics, avec des hommes ou avec des femmes. Mais en fait, à chaque fois qu'on a travaillé, en fait, via un mécanisme externe, j'ai eu quasiment que des réponses d'hommes. J'en ai pas des réponses de femmes. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas exactement, mais j'ai constaté ça. Et là-dessus, on en parlera après. Mais on a attaqué du coup une 3e façon de faire. Donc, je parlerai pas après. Tu nous en parleras après. Et toi, Delphine, parce que du coup, tes solutions, forcément, il y a des profils très tech pour développer ces solutions. Et donc, ces collaborateurs, hommes, femmes... Absolument. Et le dernier exemple, c'était un poste de data scientist et où effectivement on a eu une quinzaine de CV en shortlist et sur les 15, on avait une seule femme qu'on souhaitait en fait embaucher puisque forcément c'est un sujet important pour moi. Alors je dis pas que c'est volontairement, mais voilà, à compétences équivalentes, forcément, ce serait super de pouvoir embaucher des femmes. Et donc, on a fait une proposition qu'elle a déclinée. Donc, on est parti avec un homme et on est ravis et ça se passe très bien. Mais voilà, c'est non seulement, en fait, il y a peu de candidates. Et donc, ce que je déplore, alors qu'il y a largement de la place. Décliner par rapport au fait à l'environnement, peut-être des équipes d'hommes, tout ça, ça lui a fait peur ou décliner parce qu'elle a eu une autre proposition ? En fait, parce que ça nécessitait une mobilité géographique. Et puis, au dernier moment... elle n'a pas passé le cap. Voilà. Du coup, les contraintes vie pro, vie perso. Exactement, en tout cas. Finalement, les femmes, on s'assoit un peu moins dessus, quoi. C'est tout à fait ça. Ok. Alors, pensez-vous du coup que ce soit difficile, pour faire directement le lien avec ce que tu viens d'évoquer, Delphine, d'être une femme qui bosse dans la tech, ou au contraire, ça reste une légende, et malheureusement, ça décourage des talents féminins, mais quand on y est, on se rend compte qu'en fait, c'est génial. Quel avis et quelle vision avez-vous par rapport à ça ? Alors là où je te rejoins, c'est qu'une fois qu'on y est, c'est super génial. Je milite pour qu'il y en ait plein, donc forcément, j'allais dire, allez-y. Puis en fait, ce que je voulais rajouter également, c'est que une femme dans la tech, c'est pas forcément que la partie technique. C'est pas que un profil développeur ou data scientist. Il peut y avoir plein d'opportunités également dans le monde de la tech. On peut être commercial, c'est comme ça que j'ai commencé. On peut être dans la com, on peut être consultante, on peut être chef de projet. Il y a plein de métiers dans le monde de la tech et où en fonction de la sensibilité et des compétences des femmes, il y a le spectre est large. Donc allez-y, foncez. Cécile, toi qui justement qui forme des hackeuses, donc des tech, ces jeunes filles justement, comment elles réagissent par rapport à l'univers professionnel qui les attend ? Alors, c'est marrant parce que dans la formulation de ta première question, il y avait est-ce qu'une fois qu'on y est, en fait, est-ce que ça se passe bien ou est-ce que c'est plus compliqué ? Et nous, ce qu'on peut voir encore, malheureusement, c'est que il y a les deux. Il y a celles qui sont très bien accueillies et puis il y a celles qui n'arrivent pas à trouver leur place, justement parce qu'elles sont dans des équipes très masculines où elles ne se retrouvent pas dans les blagues de la machine à café et que c'est assez difficile. Donc là aussi, nous, on fait
tout un travail d'accompagnement et de suivi avec les entreprises, parce qu'il y a aussi une partie de non-prise de conscience de ce qui se passe. Il y a des habitudes qui sont prises, et donc on est là aussi pour les aider à déconstruire tout ça. Et puis, il y en a qui prennent des places vraiment importantes, qui sont reconnues, et les équipes voient tout de suite comment ça change aussi la manière de travailler, comment elles apportent évidemment leur regard sur les besoins de la moitié de l'humanité, et que dans la conception des produits, ça a une forte valeur ajoutée. Donc voilà, on a un peu les deux exemples, et je pense qu'on reviendra peut-être après sur la naissance. Et toi, Cédric, du coup, cette vision machine à café, blague des fois un peu macho, ou qui pourrait mettre mal à l'aise certaines femmes, c'est des choses que tu reconnais, en effet, certains des collaborateurs que tu pourrais avoir, ou des expériences que tu as eues? Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Nous, on a eu un temps, on était que des hommes dans l'entreprise. C'est vrai que quand la première femme devait arriver, il y a vraiment eu une réflexion globale qui a été de dire il faut qu'on soit vigilant à pas être non plus dans peut-être une légèreté qu'on aurait pu avoir et sur laquelle il faut être respectueux. Donc ça se passe très bien là-dessus. Ça a pu arriver une fois ou de temps en temps, je vais pas citer des noms, j'en sais rien, mais parce qu'en plus ils ont beaucoup de communication en direct entre eux. Mais ça a pu arriver, je le sais, mais à chaque fois que ça s'est produit, il y a eu des excuses dans la foulée immédiate. C'est-à-dire, en fait, une fois que ça a été dit, se rendre compte que c'était pas approprié, cette façon de parler ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, c'est assez positif. Il faut voir qu'on est... Pardon, je vais prendre un peu de temps, mais dans la même entreprise, on a aussi dans la même équipe quelqu'un qui est la Ligue de protection des oiseaux et qui s'occupe de la protection des oiseaux, et quelqu'un qui est chasseur. D'accord. Donc c'est vrai qu'on est aussi dans une démarche où on est habitué à vivre dans une discussion qui est respectueuse de tout le monde. Voilà. Je réagis aussi à ce que tu as dit, Cécile. Je pense que c'est pas ce que je voulais dire au début, mais ça me fait réagir. Effectivement, c'est très important, la partie inclusive des femmes aussi dans la tech, par rapport à ce que tu viens d'évoquer en sous-jacent, qui est les produits et les services qui vont en découler sont produits par des gens qui travaillent là-dedans, et en fait on le voit, on le constate, ça a déjà été constaté, c'est l'objet de plusieurs études. C'est très orienté masculin, c'est très patriarcal, parce qu'effectivement il y a quand même une grosse base masculine, et que du coup la perception de ces outils, de ces services, elle est encore très ancrée là-dessus, et c'est quelque chose qui bouge, mais qui effectivement nécessite que les femmes soient dans la tech pour que ça bouge. Bon, c'est pas le rôle des femmes de faire bouger la tech, mais c'est une composante essentielle pour qu'il y ait un équilibre. Bien sûr, bien sûr. Mais j'avais Pardon, je suis désolé si tu fallait être court. Je vais faire un petit blanc, celui-là vous coupez sinon, parce que je voulais dire autre chose quand même. C'est qu'en fait, moi, c'était plus facile. Je peux pas répondre directement à ça, est-ce que en tant que femme, comment ça se passe, mais ça me semblait plus facile de poser la question, est-ce que c'est difficile de travailler avec une femme dans la tech? Et dans l'open source, dans la tech, les femmes sont effectivement sous-représentées, mais elles sont clairement pas absentes. Et donc, effectivement, moi, et je pense pas être le seul, on collabore de plus en plus avec des femmes dans notre milieu, et dans le milieu communautaire open source et dans le monde professionnel, et ça se passe très bien. Et dans la communauté PostgreSQL, c'est un logiciel open source sur lequel on travaille. Dans la communauté sur laquelle le logiciel sur lequel on travaille, il y a de plus en plus de femmes qui ont une présence non négligeable. Et c'est-à-dire qu'au niveau des compétences et de la qualité de ce qu'ils ont apporté en termes techniques, c'était des choses qui étaient très attendues. Et c'est chouette que ça ait été fait par une femme, par un homme. C'était pas important, mais c'est des femmes qui l'ont fait. Alors, un des axes pour qu'il y ait plus de femmes finalement dans la tech, c'est soit on arrive à les capter et à capter la jeunesse d'aujourd'hui, soit il y a la solution très très développée dans le monde numérique qui est la reconversion. Alors, on a eu, et vous m'avez glissé une petite phrase à l'oreille assez choc qui dit la reconversion, oui, mais à quel prix? Alors, je suis moi-même très engagée dans des programmes de reconversion pour les femmes du numérique, entre autres avec le programme Nova InTech de Numéum. Et cependant, c'est vrai que vous sembliez soulever la question de c'est pas toujours facile d'intégrer, de recruter des personnes qui sont reconverties, qui sont alternants. Alors pourquoi? C'est quoi les difficultés? Et comment surtout on peut s'associer ensemble pour aider à transformer ces loupés en succès? En tout cas, pour ma part, je pense que ce qui est important, c'est aussi la taille de l'entreprise qui doit accueillir les personnes, que ce soit des personnes en reconversion ou que ce soit des alternants. Je pense que l'accompagnement dont parlait Cécile est fondamental.
Et si on veut que ça se passe correctement, il faut qu'il y ait une vraie prise en charge et un vrai accompagnement de la structure au quotidien. Voilà. Donc, c'est très enrichissant, ça peut être des vrais succès, puisque, voilà, on l'a testé. Par contre, ça prend du temps. Et je trouve que quand on est une petite structure ou quand on démarre des entreprises, ce temps consacré qui est normal et qui est à consacrer, mais ce temps-là... Alors que quand on est une petite structure, il faut aller chercher du business, il faut produire correctement, il faut recruter. Enfin, il y a tout un tas de tâches. En tout cas, mon sentiment, c'est que les structures qui peuvent se le permettre, parce qu'il y a plus de ressources pour accompagner et pour prendre en charge et pour faire en sorte que ça soit un vrai succès. Je pense que c'est ces boîtes-là qui doivent faire le job en priorité et c'est important de le faire parce que le résultat est là. Voilà. Oui, d'ailleurs, chez Numéum, il y a une charte d'entreprises qui se sont engagées, qui ont signé pour justement s'engager à intégrer des profils reconvertis. C'est vrai que souvent, c'est des entreprises beaucoup plus grandes, des entreprises assez importantes. Est-ce que Cécile, toi qui justement est dans la reconversion des femmes, tu as le même constat? C'est quoi le succès entre la sortie de l'école Simplon et puis le monde de l'entreprise? Donc, je partage l'analyse en théorie. Non, mais c'est vrai. Hein. Mais on se rend compte aussi qu'il y a quand même beaucoup de grandes entreprises et de grands groupes qui se donnent pas non plus forcément les moyens d'accompagner comme ils devraient les alternants. Aussi par rapport aux réponses au marché qu'ils doivent donner très rapidement, aux besoins de productivité qui immédiats, etc. Donc, et là, pour nous, le succès, c'est vraiment une fidélisation de ce partenariat. En fait, plus les mêmes entreprises peuvent intégrer les alternants que l'on forme et comprendre comment on travaille et nous-mêmes nous adapter à leurs besoins, c'est ça qui fonctionne le mieux. Et on le voit quand on a une entreprise qui recrute l'année suivante sur le même programme, etc. Tout le monde y gagne. Enfin, nous, dans la manière d'aborder le programme, eux dans ce qui est immédiatement utilisable pour eux. Donc ça c'est certain que c'est construire des partenariats entre les écoles et les entreprises qui est important. Et puis effectivement sur la reconversion pour les femmes, c'est que les entreprises également acceptent que parce que le travail n'est pas fait en amont dans le système scolaire et que beaucoup de filles sont un peu poussées vers d'autres branches et en tout cas pas du tout accueillies. Et on le voit, les chiffres, ils sont de moins en moins bons sur les femmes dans les filières scientifiques. Et puisqu'on ne les trouve pas là, puisqu'elles ne sont pas les bienvenues pour le moment ici, il faut se donner les moyens de le faire autrement. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on est allé chercher les entreprises pour notre parcours La Femme l'année dernière avec les hackeuses. Et celles et ceux qui ont fait le pari de les accueillir, mais sont hyper impressionnés de l'engagement et de la motivation de ces filles, et même leurs formateurs sur la performance, la solidarité dont elles font preuve pour avancer ensemble. Et donc voilà, c'est à la fois accepter que c'est comme ça qu'il faut venir les chercher, et puis travailler en collaboration avec les écoles. Il y a un vrai travail des entreprises. Finalement, une des solutions, c'est pas forcément... Ces programmes, ils sont déjà bien adaptés. Il y a un vivier, en effet, de personnes en reconversion. Pas que des femmes, mais c'est vrai qu'on parle principalement ici des femmes, mais voilà. Mais finalement, il y a un travail côté entreprise, et que ce soit aussi bien pour des gens reconvertis que des alternants. Souvent aussi pour les jeunes diplômés. Souvent, les entreprises, elles disent « Ah ben non, vous avez pas assez d'expérience ». Et puis le jeune diplômé, il va dire « Bah oui, mais comment je vais avoir de l'expérience si on me laisse pas faire mon expérience ?» C'est quelque chose que j'entends très, très régulièrement. Alors, il y a aussi le problème et la difficulté aujourd'hui, parce qu'on recherche des profils et des gens. Et comme tu me disais, Cédric, de trouver le bon profil. Effectivement, le bon profil, c'est vraiment pas facile. Donc, ça prend du temps. Nous, on est sur effectivement une petite entreprise, donc c'est aussi forcément chronophage pour nous. Et en plus, on a un développement qui est largement à l'international. Donc, nos recrutements en ce moment, il se passe en Amérique du Sud, en Amérique et en Asie.
donc ça complexifie. L'avantage, c'est qu'effectivement, on n'a pas les mêmes problématiques partout. Mais on a ce besoin de ciblage. On a tenté les approches habituelles, on va dire. C'est vrai qu'en Europe, tout ce qui est alternance a été énormément dynamisé, mais il ne faut pas se leurrer, c'est dans tous les pays. Ça me fait sourire ce que tu as dit du coup, parce que c'est présent partout, c'est bien, ça fait de la manœuvre pas chère, et justement, bon, si c'est comme ça qu'il faut faire rentrer les femmes dans la tech, c'est peut-être pas le bon moyen non plus. Peut-être que le modèle derrière, il n'est pas satisfaisant non plus pour pouvoir réussir à faire progresser les choses. Mais là, on est sur un sujet d'éducation et de pédagogie, on a supprimé les universités, on met des alternants à la place. L'autre approche sur laquelle on est en train de réfléchir en ce moment, c'est une approche qui est beaucoup plus nouvelle, enfin, en tout cas pour moi, et que je découvre un petit peu, mais qui a quand même quelques années, c'est tout le mouvement DevRel, donc Developer Relationship, on va dire, à l'américaine. Et là, sur lequel on est sur une communication beaucoup plus directe des entreprises, sur une vision projet, développement. Et le but, il y en a deux. Il y a un côté marketing, product de l'entreprise, etc. Mais il y a aussi un but de se diriger vers les développeurs, les développeuses, vers les gens qui sont impliqués, qui vont vouloir en fait trouver une affinité avec ce qui est fait par l'entreprise pour que ça matche et que ça puisse travailler ensemble. Et oui. Oui, et du coup, en fait, tu penses que les femmes, parce que ça c'est vrai, on aime bien être dans le collaboratif, trouver du sens, etc. Et peut-être que cette approche-là, elle est plus justement plébiscitée. Enfin, tu sens que les femmes sont plus proches de ce modèle-là? Alors justement, ça va être ça qu'on va essayer d'évaluer. Ouais. On va voir ce que ça va changer par rapport à ça. Mais ça me semble être aussi une nouvelle approche. Et en aspect générationnel, c'est aussi des nouveaux médiums qui se mettent à exister, de manière communiquée. On n'est plus sur les mêmes stratégies aussi, mais la demande et l'offre, on va dire, au niveau du travail, n'est plus la même, quoi. Les femmes, les hommes qui proposent leur travail ont plus forcément ces mêmes réflexes que nous, on a pu avoir de faire un CV et de partir faire un stage, quoi. Parce que dans le monde du développement et de l'open source, il y a beaucoup de gens, hommes-femmes, qui vont progresser par leurs études, mais par leurs compétences et par la valorisation de leurs compétences dans le cadre de projets open source. Et c'est de là que ça ressort, qu'elles ressortent du lot. Et il se trouve, alors je suis désolé, il ne faut pas faire des grands paragraphes, mais j'ai une expérience à vous conter. Parce que justement, j'ai une femme que je connais, qui est aux États-Unis, une américaine, et qui a un parcours tout à fait intéressant, il me semble, par rapport à ce qu'on évoque là, parce que à l'origine, c'est une jeune fille qui est rentrée dans le monde professionnel très tôt, et qui est partie vraiment dans la tech, très fort. La base de données, des trucs pointus, du développement, du web, etc. Et ça fait 12 ans qu'elle est là-dedans. Et qu'elle a progressé au fur et à mesure dans différentes entreprises pour, en fait, au fur et à mesure, s'orienter de plus en plus sur la transmission du savoir, la transmission des compétences et tout ce qui s'associe. Et en fait, maintenant, elle a embrassé le mouvement DevRel, justement. Et en fait, elle explique que ces 12 années de progression, ça lui permet maintenant de quitter finalement le monde du purement développement pour pouvoir amener une situation sur laquelle elle comprend comment ça marche, et donc elle amène une situation pour faire entrer justement des développeuses et développeurs dans les entreprises. Mais en ayant eu ce cheminement inverse, elle est partie de la tech pour aller vers le RH, on va dire, et la communication. Ouais. Voilà. Alors, une solution aussi, on parle souvent d'avoir des rôles modèles, d'avoir le mentorat, etc. Alors, il y a tout un tas, on participe d'ailleurs toutes, nous, autour de la table déjà, à des actions. Il y a beaucoup d'associations qui font des actions pour le mentorat, pour être inspirantes, etc. Et puis, il y a aussi des actions côté Zonta. Est-ce que, Delphine, tu peux un peu développer justement qu'est-ce que le Zonta et qu'est-ce que toi, tu fais côté Zonta ? Alors, avec plaisir. Donc, le Zonta, en fait, c'est une ONG qui a été... c'est le Zonta International, qui a été créé en 1919, qui signifie digne de confiance. Et c'était un moment où les femmes ont pris plus de pouvoir, en tout cas dans les entreprises et dans les activités de leur mari, parce qu'il y avait la guerre. Et donc... Le Zonta, l'ONG, qui est reconnue d'ailleurs pour pouvoir participer à faire évoluer et voter des lois au niveau de l'ONU, c'est le fait d'améliorer et de faire évoluer le statut des femmes. Alors, ça passe par quoi ? Notamment par l'éducation, et j'allais dire, c'est vrai que c'est un axe important pour moi, et ça rejoint le sujet d'aujourd'hui, et ça rejoint ce que venait un peu de dire Cédric. Il faut servir de femmes inspirantes, il faut servir de modèles, il faut inciter les filles, les jeunes femmes à aller dans des mondes qui étaient... on a tous à y gagner. C'est vraiment absolument pas l'un contre l'autre. C'est cette complémentarité qui est une vraie force. Aller dans des métiers... Alors, pour le Zonta, il y a un accompagnement en termes de prix et de bourses qui sont proposés.
Donc il y a le prix Amelia Earhart pour inciter les jeunes femmes à aller dans le monde de l'aéronautique et le spatial. On est bien placé ici à Toulouse. Donc il y avait des doctorantes de l'ONERA, de l'IRT, du CNES qui ont été lauréates même au niveau international. Donc c'est une vraie fierté. Il y a un prix Jane Klossman pour inciter les femmes à aller dans le monde des affaires. Il y a, et dernièrement alors, qui rejoint le sujet d'aujourd'hui, il y a eu la mise en place au niveau international d'un prix STEM, et c'est tout récent, donc ça me conforte dans le fait qu'il y a encore un peu de travail, qui est les jeunes femmes dans la STEM, c'est-à-dire tout ce qui est métiers scientifiques, technologiques, engineering et mathématiques. Et où là, effectivement, on incite les jeunes filles à aller dans les métiers plus techniques. Et tout le monde, j'allais dire, j'ai assisté à une conférence de femmes inspirantes. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a tout un tas d'activités où le regard d'une femme, la compétence d'une femme, on parle souvent, ne serait-ce que dans des crash tests de voitures, si une femme est au niveau du bureau d'études et va penser qu'en termes de morphologie, on n'est pas fait comme les hommes et que donc ça serait bien d'avoir un mannequin qui soit plus représentatif des femmes, parce que l'impact va être différent en cas de choc. Voilà. Il y a vraiment besoin d'un autre regard complémentaire. Tu parlais, Magali, de sens. Il y a peu de femmes dans la finance. Si aujourd'hui, des fonds d'investissement, il y avait plus de femmes qui puissent participer à des décisions de donner du sens, avoir un impact différent, il y aurait cette richesse et cette complémentarité. Donc, le but, c'est de dire, et le rôle du Zonta, et en tout cas mon engagement personnel, c'est parce que je le vis effectivement au quotidien professionnellement, mais cet engagement, c'est allons-y. Et ce qu'on retrouve, et ce qui me peine, on va dire ça, ou ce qui me choque le plus, et c'est là-dessus où il faut vraiment travailler, c'est que c'est pas un problème de compétence. C'est que c'est un problème de confiance en soi et un problème de leadership et d'oser. Donc si j'ai qu'un seul mot à dire, c'est il faut oser. Et c'est vrai qu'on est nos propres freins. Voilà. Cécile, c'est vrai que toi, alors dans le programme des Hackeuses, moi je suis à chaque fois honorée d'être invitée à présenter un peu mon parcours et le monde de l'intelligence artificielle. Est-ce que justement, toi, tu vois que faire venir des femmes comme moi qui vont parler du monde du numérique, de ce qu'elles ont fait, donc, et peut-être être inspirantes, c'est essentiel au sein de la formation ? Absolument. C'est essentiel, et c'est essentiel aussi dans la notion de réseau, de se dire pour faire nos places, soutenons-nous entre nous, allons, les femmes qui viennent en général chez Hackeuse ouvrent leur réseau, et ça c'est une grande richesse pour les filles, pour leur recherche d'alternance, etc. Et puis elles expliquent comment elles-mêmes ont fait leur réseau, et effectivement de comment il faut oser, de comment il faut aller dans des événements, se montrer, et effectivement je te rejoins complètement, et afficher ses compétences et les reconnaître déjà soi-même, et ce qui n'est pas toujours évident. Il y a toujours certaines barrières ou certaines difficultés, malheureusement, quand on est une femme. Alors, je vais me tourner vers Delphine d'un point de vue très anecdotique. On l'a vu en introduction, tu as donc 2 noms de famille. J'ose poser la question, Spetch et Rousseau, et tu m'as dit, ça dépend si c'est pour le Zonta ou si c'est pour mes entreprises. Je ne vais pas te donner le même nom de famille. Tu peux nous expliquer un petit peu ? Merci Magali de poser cette question. Alors oui, mon nom de jeune fille, c'est Specht. Mon nom marital, c'est Rousseau. C'est la même personne. Donc professionnellement, j'étais partie, comme on a créé Liséthique et Colibris avec Emmanuel, mon mari. On s'est présenté comme monsieur, madame. Et en fait, quand on allait en rendez-vous chez les clients, ça buguait. C'est-à-dire que la première demi-heure de notre rendez-vous professionnel passait par « mais vous êtes mari et femme, mais comment vous faites ?» Et là, il y a encore un peu de travail. Ça buguait sévère en disant « mais moi, puisqu'on a beaucoup d'hommes en face de nous, et donc là, il y avait une projection et c'était « mais moi, jamais je pourrais travailler avec ma femme ». Et donc, ça buguait, on venait pour du boulot, et pendant une demi-heure, en fait, ça tournait sur le rôle de travailler avec son conjoint, et voilà. Donc, mauvais débat.
Après, pour adresser des grands comptes, voilà, un client ami nous a dit « Monsieur, madame, ça risque de ne pas faire suffisamment sérieux. Donc, moi, je serais toi, je reprendrais mon nom de jeune fille. » Donc, effectivement, quand professionnellement, avec ma casquette, l'ISETIC Colibris, c'est Delphine Specht. Et d'un point de vue perso, c'est Delphine Rousseau, donc avec le Zonta, voilà. Et puis, comme je ne suis pas complètement schizophrène, sur les profils LinkedIn, je mets quand même les deux noms. Ça reste la même personne. Voilà, donc j'essaye de faire tomber les clivages. Et c'est pareil, que ce soit professionnellement ou personnellement, pour moi, et là où je rejoins Cécile, c'est si en fait on peut être les premières aussi à servir de réseau, à inciter les femmes et les filles en disant allez-y, enfin, avec l'expérience qu'on a maintenant et notre engagement de dire allez-y, il y a un vrai travail sur soi, je pense, par rapport aux femmes, en disant ok, on mérite, on est capable, on est compétente, on a le droit de le dire, on a le droit de le reconnaître. Mais ce travail-là, il est important. Ouais. Alors, la transition elle est toute prête. Du coup, merci Delphine. Cécile, Cédric, si une petite phrase, un petit mot. Cédric, pour conclure finalement un peu ce sujet, on devait définir être une femme dans la tech finalement facile ou pas facile ? Travailler avec, c'est facile. Donc j'espère que c'est facile. Cécile ? Ça dépend. Et puis voilà, non, moi, pour conclure, je voudrais dire effectivement, il y a un gros travail sur nous les femmes pour prendre notre place, mais il y a aussi un grand travail pour les hommes à faire la place. Et c'est plutôt là-dessus que j'aurais envie de conclure. Bien, alors malheureusement, il y a toujours une fin, donc cette émission touche à sa fin, et oui. Et nous voyons et nous constatons que finalement la route est encore longue afin d'attirer, de persuader, surtout de garder nos profils féminins dans cet univers de la tech. Et même si finalement les chiffres de la féminisation des métiers tech ne dépassent toujours pas les 20%, je reste moi personnellement convaincue que plus nous en parlerons, plus il y aura des actions et des émissions comme aujourd'hui, plus il y aura des femmes comme vous et des hommes. Merci Cédric comme toi qui justement en parle, milite, explique et vraiment génère cette belle parole que cet univers du numérique et de la tech, c'est un univers top et vraiment dans lequel les femmes arrivent à vraiment trouver leur place. C'est finalement avant tout une histoire d'hommes et de femmes et une histoire d'être. Alors, on a coutume de terminer toujours l'émission par notre mantra des femmes digitales. Et je vais donc vous laisser la parole. Le numérique, une opportunité pour les femmes. Les femmes, une opportunité pour le numérique. Eh bien, merci à tous les trois et à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode des Femmes Digitales. Et je vous dis à bientôt, car nous vous avons préparé pour 2024 une super programmation qui s'annonce diversifiée et de très très bon augure pour des échanges très intéressants autour, évidemment, des métiers du numérique. Une belle journée à toutes et à tous et à très vite.